On va passer à la deuxième communication. Là, alors là, c'est aussi un complice qui va intervenir. C'était le précédent vice-président longtemps de la FSM, un homologue libéral de son État, Yves Grillet, avec qui on a vraiment construit, avec d'autres, mais au jour le jour, la fédération et les CNP. À toi, Yves. Il est là? Monsieur Grillet, on vient d'avoir pourquoi nous l'avons fait et maintenant pourquoi s'être engagés, nous médecins, libéraux et hospitaliers, dans la démarche. Ah, bonjour Yves. Oui, bonjour Olivier, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Si Raymond Lemoine n'est pas encore parti, je souhaiterais lui envoyer un Monsieur Grillet, de chaleureux remerciements. S'il vous plaît. Oui. Ah, vous n'avez pas branché votre micro? Monsieur Grillet. Oui. Si, on l'entend. Le micro. Excusez-moi, mais... On l'entend très bien. Non, on l'entend. On n'entend personne, a priori. C'est Monsieur Bourret, peut-être, qui doit le... Allô? On a juste un problème de son, s'il vous plaît. Il n'y a pas de ligne. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, parce que certains m'entendent et pas d'autres. Le public l'entend, mais on ne le voit pas. Ah. Yves? Oui, je suis là, mais tu ne m'entends pas. Et... Monsieur Grillet? Oui, je vous entends. Je vous laisse faire votre partage d'écran? Oui. S'il vous plaît, merci. On ne t'entendait pas, Yves. Là, maintenant, on t'entend. Ah bon, je m'en réjouis. Alors, attends, je fais le partage d'écran. C'est bon? Oui. Voilà. Est-ce que là, vous voyez l'écran? Non, il n'est pas encore partagé. Quelques difficultés. Partager. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Grillet? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, on voit l'écran. Et vous m'entendez? Oui. Oui. Le petit bouton en bas à droite, à côté du signalement. Oui, d'accord. Excusez-moi. Normalement, ça marche. On va y arriver. Ouais, voilà. Merci, c'est parfait. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire et cher Olivier de me donner la parole. Je disais tout à l'heure, quand le micro était encore coupé, que vous ne m'entendiez pas, je demandais si Raymond Lemoine était parti. Et en tout cas, je souhaitais lui transmettre tous mes remerciements pour le travail qu'il a accompli et qui a été bien souligné par Olivier. Alors moi, je vais vous faire un exposé qui n'est pas du tout scientifique et en termes très simples pour vous raconter un petit peu cette aventure qui a été la création des CNP et de la FSM. Donc, inutile de se remémorer le contexte des années 2000, que vous avez pour la plupart bien connu, et avec toute une série d'évolutions rapides et qui ont accéléré quand même la constitution des CNP et de la FSM. Donc, on va passer les évolutions législatives et réglementaires. C'est un simple rappel, mais pour vous montrer qu'elles étaient d'abord nombreuses. En 2002, 2004, il y a eu 2 lois, celle relative à la politique de santé publique et surtout la loi du 13 août 2004, qui, elle, était relative à l'assurance maladie, qui créait un certain nombre de structures et qui introduisait l'EPP et la HAS en même temps. La loi du 21 juillet 2009, la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, voilà, qui créait les ARS et qui a une petite caractéristique, c'est que probablement c'est la première fois on a vu apparaître les CNP, avec la création d'une comité scientifique indépendante pour le DPC, et dont une partie des membres étaient désignés par la FSM, qui n'était pas nommée FSM
mais structure fédérative, etc. Et puis, les évolutions réglementaires, vous connaissez tous. La loi de financement de la sécurité sociale, votée chaque année en fin d'année par le Parlement, et qui introduit un certain nombre de modifications réglementaires. Comme le disait Alain Coulon, le diable est dans les cloisons. Et la volonté des CNP et de la FSM, ça a été de décloisonner. Ça a été de décloisonner, de fédérer les différentes composantes de chaque spécialité et non pas de se construire en opposition aux structures existantes, ce qui était très important de dire, ce qui a parfois été mal compris d'ailleurs, mais bon, c'est un peu notre faute, on n'a peut-être pas suffisamment bien expliqué. Et la création de structures compétentes pour les questions médicales et d'organisation des soins, des structures crédibles. Raymond Lemoine vient de vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi, responsables, ouvertes au dialogue constructif et qui ne soient pas non plus dans un esprit d'opposition systématique aux instances étatiques et institutionnelles diverses. Alors, il y a eu quelques précurseurs. Je vais passer assez vite. Je pense que vous aurez peut-être les diapos. Il y a eu d'abord l'Association française d'urologie. Alors, je n'ai pas eu la date des modifications des statuts correspondant exactement à l'époque. 1986. Oui, mais je pense qu'il y a eu des évolutions par la suite. Mais enfin, voilà. Merci pour la précision. Et en tout cas, ces trois structures qui existaient, alors vous voyez, le Conseil professionnel de la radiologie française, c'était le G4. Lui, il était formalisé en 2005, bien que je pense qu'il existait déjà avant. En 2006, s'est créée la Fédération française de pneumologie. Ces trois précurseurs, si on peut dire, ou contemporains pour ce qui est de la Fédération française de pneumologie, rassemblaient déjà l'ensemble de la profession et avaient un certain nombre de points communs, de thématiques communes. Là, je ne me suis pas trop fatigué pour faire la diapo, j'ai fait des copier-coller de ce que j'ai trouvé sur les uns et les autres. Et ces thématiques communes, grosso modo, c'était de développer une politique globale de qualité de sécurité des soins et d'amélioration des pratiques, de promouvoir, coordonner, animer, organiser des actions dans les champs de la formation médicale continue, de l'évaluation des pratiques professionnelles et de l'accréditation, d'aborder toutes les questions transversales susceptibles d'impacter sur l'exercice et l'organisation de la spécialité pour être une structure de réflexion et d'information sur la politique de la discipline et ses choix stratégiques, de pouvoir présenter enfin des positions communes dans les relations avec les différentes institutions et organismes de santé. Cette réflexion stratégique est un peu politique quand même, ce n'est pas la politique des États-Unis, on est d'accord, mais enfin, à l'intérieur de chaque spécialité, n'existait pas vraiment. Alors, il y avait certes des leaders, mais une stratégie élaborée en commun n'existait pas vraiment. Donc, presque toutes les spécialités, à part les 3 ou 4 que j'ai cités avant. Donc, un petit peu d'histoire. On n'a pas tout créé vraiment. Il existait déjà une FSM, mais en fait, cette FSM, elle s'appelait Fédération nationale des spécialités médicales. Il n'y avait pas le N, mais c'était la FSM. Et qui regroupait initialement l'ensemble des sociétés savantes et qui s'occupait essentiellement de FMC, mais qui parlait déjà de décloisonnement, qui avait quand même déjà introduit dans certaines sociétés savantes quelques libéraux. Et voilà. Mais enfin, c'était essentiellement consacré à l'organisation, la labellisation et l'évaluation des actions de FMC, et notamment des congrès. Alors l'histoire s'est accélérée, donc tout ça était un peu dans l'air du temps quand même, mais avec l'introduction de l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles dans la loi du 13 août 2004 et avec des décrets d'application en 2006, qui était une obligation plus contraignante qui s'ajoutait à l'acquisition ou à l'amélioration des connaissances. L'acquisition des connaissances, la formation médicale initiale, c'était un rôle qui reste traditionnellement dévolu aux facultés. La FMC, c'était déjà quelque chose d'un peu plus complexe, avec de nombreux acteurs. Et par exemple, parce que pour ne pas faire trop long, je me suis référé à un texte réglementaire également de novembre 2003
qui constituait 3 conseils nationaux de FMC, un pour les praticiens hospitaliers, pardon, il manque hospitalier, pour les médecins libéraux, et un autre pour les médecins salariés. Et comme ça ne suffisait pas, un 4e qui coordonnait les 3. Mais c'est surtout sur la composition qu'il faut s'attarder. Qui s'occupait de FMC à l'époque? Des représentants des ordres professionnels, des unités de formation et de recherche, des organisations syndicales représentatives au plan national, des conférences nationales des présidents de CME pour le Conseil national de formation médicale continue des hospitaliers, des organismes de formation, et Dieu sait qu'ils étaient nombreux, pour les médecins libéraux et les médecins salariés, des personnes qualifiées, plus des représentants de la DGS et de la DGOS, ces représentants n'ayant eux qu'une voix consultative. Donc la FMC, c'était déjà un peu plus complexe, mais alors l'EPP, qui allait s'en occuper? Alors, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que l'évaluation des pratiques professionnelles, mais c'était quand même un facteur qui a grandement facilité la création des CNFMC, en tout cas celui que je connais bien, c'est celui de la pneumologie. En tout cas, on s'est posé la question, on a dit, bon, les sociétés savantes, elles sont parfaitement légitimes pour faire des référentiels, des recommandations, mais elles ne peuvent pas garantir qu'elles soient vraiment intégrées à la pratique clinique. Les organisations professionnelles, elles, les syndicats par exemple, sont plus proches de la pratique clinique, mais si c'est les syndicats qui se mettent à élaborer des recommandations ou des référentiels, ça peut faire un peu sourire, ça peut paraître très peu crédible. La conclusion logique, c'était que tout le monde devait se mettre d'accord, société savante et syndicats. Alors, la loi du 13 août 2004, dont on a déjà parlé, a créé la Haute Autorité de Santé, le remplacement de l'ANAS. Et la HAS, les textes qui sont cités, avaient pour mission, entre autres, d'élaborer les guides de bon usage des soins ou de recommandation de bonnes pratiques, de procéder à leur diffusion et de contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, d'établir et de mettre en œuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales. Donc, finalement, la HAS avait tous les rôles et bon, il n'y a presque plus besoin des professionnels, en tout cas des CNP. Donc, on avait un peu la crainte quand même d'une médecine un peu administrée, n'associant pas suffisamment les représentants, non pas syndicaux, mais les représentants des CNP. Et donc, on avait entrepris une série de négociations, et Olivier s'en souvient parfaitement, avec la HAS pour essayer d'établir avec eux une relation conventionnelle. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Je tiens à préciser que Raymond Lemoigne n'était pas aux commandes à la HAS à cette époque, n'avait pas de responsabilité importante dans la HAS à cette époque, et on peut le regretter. Sinon, ça aurait peut-être pu aboutir. En tout cas, cette notion d'évaluation des pratiques professionnelles a accéléré et facilité grandement l'émergence des CNP et de la FSM. Et la HAS a eu un rôle plutôt d'accélérateur. Alors, comment on est passé les structures, les conseils nationaux professionnels, initialement, pendant quelques années, on appelait ça des structures fédératives de spécialité. Mais rapidement, la FSM, ou ceux qui étaient encore dans l'ancienne FSM, mais dans laquelle on était entré, on s'est rapidement aperçu que le sujet de travail prépondérant, c'était quand même l'harmonisation du fonctionnement des spécialités. Et on s'appuyait sur un questionnaire qui avait été envoyé en 2006 aux sociétés adhérant à la FSM de l'époque, qui avait révélé, s'il en était besoin, les disparités qu'il existait, aussi bien au niveau des structures que du fonctionnement de ces différentes sociétés savantes, collèges, fédérations, etc. Donc, il est rapidement apparu qu'une sorte de structure fédérative de spécialité qui établirait des critères d'organisation de fonctionnement était absolument nécessaire. Je suis désolé, je vais un peu insister sur ce point, mais ça me paraît très important. À ce moment-là, les structures fédératives sont devenues les conseils nationaux professionnels, réunissant les différents organismes représentatifs de la spécialité, les sociétés savantes, les syndicats, les collèges, les structures universitaires, les collèges d'enseignants, etc. Enfin,
il repose sur les mêmes principes d'organisation, ces CNP, avec une représentation paritaire dans la gouvernance entre les secteurs privés et publics, une indépendance scientifique, une transparence financière et une politique affichée de gestion des conflits d'intérêts, ce qui était dans le sens d'une crédibilité. Ce n'étaient pas des structures manipulées par l'industrie pharmaceutique. Je reviens sur la charte des structures fédératives que j'ai résumée et qui disait qu'un CNP doit avoir été créé par les médecins de la spécialité, qu'il y aurait un seul CNP par spécialité, qu'il devait regrouper l'ensemble des composants de la spécialité et qu'il devait être doté d'une gouvernance paritaire ainsi que d'une transparence financière et politique et d'une politique affichée d'une transparence financière et d'une politique affichée de gestion des conflits d'intérêts. Là, je ne peux que souligner le rôle fondamental du comité structure et gouvernance, animé dès l'origine par le professeur Bertrand Dureuil, qui reste en poste, et très vigilant et très utile. Et les objectifs de ce comité, c'était d'accompagner à l'époque la structuration des conseils nationaux professionnels quand ils n'existaient pas dans certaines spécialités, ou de les aider quand ils existaient dans certaines spécialités à se rapprocher des éléments que j'ai montrés dans la diapo précédente, un seul par spécialité, etc. Et aussi d'examiner les nouvelles demandes d'adhésion à la FSM. Ce comité, structure et gouvernance, a eu un rôle fondamental dans l'harmonisation et la création de la FSM et sa crédibilité. Alors là, j'ai quelques diapos sur la refondation de la Fédération des spécialités médicales. C'est des nouveaux statuts qui ont été élaborés en 2008. Et volontairement, j'ai laissé les anciens statuts parce que j'ai retrouvé des documents anciens, Olivier, où ça apparaissait comme ça, au moment où on réfléchissait à quelques-uns à ces nouveaux statuts. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout le rationnel. Alors là, on a déjà commencé par supprimer le préambule, puisqu'on trouvait qu'il était trop orienté et uniquement orienté sur la formation médicale continue, et que la création de la FSM, enfin ses missions de la FSM et des CNP avaient évolué. Et puis, on passe tout de suite à l'article 1. Alors, j'ai laissé l'ancien juste pour vous montrer que c'est vraiment une refondation. Parce qu'on n'a pas gardé grand-chose des anciens articles, ils ont été entièrement réécrits. Et là, le rationnel, c'était de dire que la FSM a vocation à regrouper les structures fédératives des spécialités médicales, à raison d'une par spécialité, ce qui correspond à l'évolution réelle des choses dans de nombreuses spécialités, et une nécessaire évolution vers l'amélioration des pratiques. Ce nouvel article 1 précise par ailleurs d'emblée les caractéristiques des structures fédératives sur lesquelles je vais parvenir, vous voyez, sont reproduites dans les statuts, je sais pas si vous voyez ma flèche, avec présence d'une structure fédérative par spécialité, etc. L'article 2, vous voyez, il n'a pas survécu plus que le premier, et il a été aussi réécrit, avec, en introduisant la place de l'évaluation des pratiques. Je vous ai fait quelque chose qui avait été assez fondamental dans la création des CNP, l'évaluation des pratiques professionnelles. Et la veille technologique. À l'époque, on avait mis ça. Donc, c'était de développer les objectifs, de développer les relations transversales entre les différentes spécialités afin d'harmoniser la réflexion et les actions sur des sujets communs, en particulier l'évaluation des pratiques professionnelles et l'accréditation. Contribuer à la qualité des soins par l'accroissement du niveau général des connaissances, par le développement de la recherche, en favorisant en particulier l'organisation d'une veille technologique structurée et de la formation médicale continue. Il fallait décloisonner les modes d'exercice de la médecine en impliquant dans la fédération tous les acteurs concernés, quelle que soit leur appartenance, sans action de représentation syndicale. Et ça, c'était un point important parce que tout le monde n'a pas vraiment vécu cette création des CNP, de la FSM de façon absolument sereine. Bon, les membres, c'était aussi plus démocratique, c'est-à-dire que toutes les structures, tous les CNP étaient membres, à condition qu'ils se rapprochent de la charte dont je vous ai déjà longuement parlé. Là, c'est juste surligné en rouge, chaque délégation, donc chaque CNP faisait partie de l'Assemblée générale
représentés par une délégation de 2 membres, un relevant du secteur hospitalier et l'autre du secteur libéral. Et par contre, pour les délibérations du conseil d'administration, chaque délégation de 2 membres ne disposait que d'une voix. Donc, les 2 membres, il fallait qu'ils se mettent d'accord pour voter la même chose. Ils ne pouvaient pas voter l'un oui, l'autre non. Au pire, ils pouvaient s'abstenir. Monsieur Grillet, excusez-moi, le temps passe. Je suis Philippe Marre, le président de l'Académie. Je vous demande de terminer, s'il vous plaît, votre présentation. Donc, voilà. Donc, la liste fait des débuts un peu difficiles, mais en 2008, en juin 2008, on recensait déjà 34 spécialités adhérentes. Maintenant, le nombre a augmenté. La reconnaissance a été progressive et Raymond Lemoigne vous en a suffisamment parlé pour que je ne m'étende pas sur la question, mais le décret du 9 janvier 2009 est vraiment fondamental et nous apporte la satisfaction d'une pérennisation institutionnelle et d'une histoire qui se poursuit. Juste pour finir, je voudrais juste donner un petit amical souvenir aux pionniers dont vous voyez les noms s'afficher et remercier Olivier qui a mis beaucoup d'énergie, toute son opinion est traitée pour tenir la barre de quel esquisse au départ, mais qui est devenu un vrai navire. Merci. Merci, monsieur Grillet, de cet excellent rappel historique où vous avez tout rappelé. Je passe la parole à Olivier. Je remercie Yves parce que Yves, ça a été le pionnier. On a souvent discuté, échangé. On n'était pas forcément d'accord. On l'était toujours à l'arrivée et on venait de 2 mondes différents qui se sont rencontrés et qui se sont ajoutés. Donc, je tenais vraiment à le remercier. Oui, il y avait une petite question. Il a présenté un peu des épisodes de statut parce que, en fait, ce que ça a montré, c'est toute la difficulté. Et Yves, non mais Hubert, tu peux poser, mais Yves représente quelque chose. J'en parlais hier à Valérie. Il y avait un syndicaliste médical libéral pour qui j'avais beaucoup d'estime qui s'appelait Claude Mafioli. Et Claude Mafioli, il avait présidé une commission où nous étions tous les deux. Et un jour, après qu'il ait quitté ça, je lui ai dit, mais Claude, est-ce que la FSM, c'est difficile, le CNP, c'est difficile, est-ce que ça vaut la peine? Et il m'a dit, oui, tu dois regarder l'horizon, il m'a dit, et un jour, tu avanceras de 2 pas, mais tu reculeras de 3, mais in fine, tu avanceras de 4. C'est un peu ça que reflète pour moi Yves. Oui, Hubert, je vous remercie beaucoup pour vos communications et j'en profite pour remercier tous les pionniers en fait, qui ont créé les CNP, la FSM, le premier Olivier, et vous donnez votre signature. J'ai une question, c'est que dans votre communication, la question ne s'est jamais posée du financement en fait. C'est-à-dire que tout ça a été fait finalement avec l'initiative des collègues. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la question du financement s'est posée? Yves. Oui, bien sûr. J'ai sauté un peu la diapo où on en parlait, c'est-à-dire que dans la reconnaissance progressive des CNP, il y a eu en 2010 une convention qui a été signée entre l'État et les CNP. Et c'est une convention qui est très importante, puisqu'en même temps, l'État reconnaissait le rôle des CNP. Toutes les années, il y a une convention qui est signée, financière, pour la FSM. Alors, les CNP, dans le texte de 2019, peuvent aussi signer des conventions, mais enfin, la convention financière, elle est signée par la FSM avec l'État, et donc il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'autre financement vraiment des CNP, à part les cotisations quand même des membres, qui sont aussi importantes. On ne peut pas être financé que par l'État, parce que sinon on devient trop dépendant. Donc les membres cotisent également. Merci de ça. Alors, il y a une nouvelle qui n'est pas importante, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière a voté le financement pérenne de la FSM et des CNP, et que nous sommes en train de négocier ce financement pour l'année, mais qu'il a déjà été mis de côté pour les CNP de la FSM, une somme de 2 millions d'euros
qui, On n'entend pas bien, et qui viendra de la Flandre. Voilà, voilà le biais. Donc tu vois, Yves, le chemin valait la peine. Merci encore énormément.